Bonjour à tous. Bonjour à tous. C'est un grand plaisir. C'est un grand plaisir pour moi de modérer ce panel. Для меня большая честь открыть этот панель. C'est un panel qui est important pour nous. Je représente le Collège des Bernardins et avec le Forum Normandie pour la paix, ça fait depuis plusieurs années qu'on organise des séminaires en huis clos avec des opposants ukrainiens, avec des opposants russes. Cette année, c'était avec des représentants de l'opposition démocratique russe venant de différents horizons, des États-Unis, des pays baltes, de France et d'ailleurs. Et le but de ces huis clos qui ont eu lieu hier, en l'occurrence, pendant toute la journée, nous avons réfléchi de façon assez approfondie selon les règles de Chatham House, c'est-à-dire en respectant une certaine discrétion sur ce que les uns et les autres ont à dire, parce que ça n'est pas sans danger aujourd'hui de parler d'opposition, de résistance au régime de Vladimir Poutine. Certains ont pu dire, par exemple, qu'aujourd'hui, en Russie, ça n'est plus une dictature, que c'est un régime totalitaire. Et donc, par rapport à un régime totalitaire, on ne peut pas avoir un même rapport à la démocratie. Et donc, voilà, c'est la raison pour laquelle on a décidé de ne pas révéler tout ce qui a pu être dit pendant ces discussions intenses hier, toute la journée, lors de ces rencontres qui avaient été organisées également en partenariat avec le Club démocratique russe qui a été créé cette année en France avec un certain nombre de militants russes de l'opposition. Mais on a considéré que c'était possible quand même de se mettre d'accord sur un certain nombre de points. Et on a publié un communiqué qui sera diffusé bientôt sur le site internet de ces différentes organisations et de la région Normandie. Et ces leaders de la société civile et ces représentants des forces démocratiques russes anti-guerre se sont réunis à Caen pour s'accorder sur une stratégie pour une transition démocratique en Russie. Et ils sont tous mis d'accord sur 5 points importants. Alors ensuite, ils ont détaillé leur programme. Mais moi, ce qui est important pour moi de vous expliquer, c'est que ces 5 points-là ont formé une sorte d'unité qui leur permettent maintenant de construire une opposition tant sur le plan civique et humanitaire que sur le plan politique. Et les 5 points suivants sont les points que je vais mentionner. La guerre que mène la Russie en Ukraine doit être condamnée. Le régime de Vladimir Poutine n'est pas légitime, il est illégitime. L'Ukraine doit retrouver ses frontières internationalement reconnues. Le 4e point, c'est que tous décident de travailler à la nécessaire démocratisation de la Russie. Et enfin, le 5e point, c'est que tous s'unissent pour soutenir l'Ukraine jusqu'à la victoire. Merci pour vos applaudissements parce que c'est courageux de dire ça et que c'est important effectivement de les encourager. J'en vois certains qui sont devant moi, qui sont au premier rang. Je vois par exemple Constantin Egert, je vois un certain nombre de personnes qui sont là également dans la salle. Je ne vais pas tous les mentionner, mais par contre, je voudrais vous présenter les personnes qui sont à mes côtés. Et d'abord à ma droite, Natalia Pouzirev, qui est députée Renaissance de la 6e circonscription des Yvelines depuis le mois de juin 2017 à l'Assemblée nationale. Donc. Et à l'Assemblée, Natalia Pouzirev siège en commission de la Défense nationale et des Forces armées. Elle est membre de l'Assemblée parlementaire franco-allemande et présidente du groupe France-Russie, dont le but précisément est de garder un contact avec la société civile à travers les Russes en exil et de lutter contre les propagandes du Kremlin.
À côté de Natalia Pouzirev, il y a Evgenia Karamurza. Evgenia Karamurza, elle vit aux États-Unis, elle travaille pour la Free Russia Foundation. Elle est l'épouse de Vladimir Karamurza, qui est l'une des principales voix de l'opposition démocratique russe, qui a été condamnée en avril 2023 pour 25 ans de prison, tout simplement parce qu'il condamnait la guerre. Evgenia, Vladimir et Vladimir sont parents de 3 enfants. Evgenia parcourt le monde et donne beaucoup d'interviews pour mobiliser les opinions publiques et les dirigeants des grandes démocraties pour que son mari soit relâché, mais aussi pour que les autres prisonniers politiques, comme Alexei Navalny et Ilya Yashin et bien d'autres, puissent être libérés et donc faire en sorte que le monde comprenne que l'agression de Vladimir Poutine contre l'Ukraine et les répressions à l'intérieur de la Russie sont très liées. Vous avez vu tout à l'heure un schéma qui montrait la situation de l'indice liberté de la Russie, qui est extrêmement bas pour tous les experts de la Russie. Et puis à ma gauche, il y a Olga Prokopieva, qui est militante franco-russe aux origines ukrainiennes, qui est porte-parole de l'association Russie Liberté, qui depuis des années fait un travail remarquable pour informer sur la situation des prisonniers politiques en Russie. Elle est donc le porte-parole de la société civile russe en France. Et dès demain, elle organise à Paris un forum tout à fait remarquable sur la résistance anti-guerre de Russie. Et puis pour terminer, je pense que nous avons maintenant Garry Kasparov qui nous a rejoint par visioconférence. C'est un immense plaisir, un grand honneur pour nous ici au Forum Normandie de l'avoir écouté hier lors de notre huis clos sur l'opposition russe. Garry Kasparov est le 13e champion du monde d'échecs de 1985 à l'an 2000. Il est le cofondateur du comité d'action russe. Le 17 août 2012, Garry Kasparov est interpellé puis relâché par la police russe après des échauffourées devant le tribunal, après le verdict condamnant le groupe punk Pussy Riot. Vous avez peut-être entendu parler de ce groupe punk qui avait été condamné à 2 ans de prison pour s'être moqué du patriarche Kirill et du président Poutine. Et se sachant menacé, Garry Kasparov a choisi de s'exiler en 2013 en Suisse, puis aux États-Unis, et il est devenu un militant des droits de l'homme puisqu'il est le président de l'ONG Human Rights Foundation. En 2013, il a reçu le prix des droits de l'homme de l'ONG UN Watch et il vit aujourd'hui à New York. Le 20 mai 2022, après l'extension de la guerre russe contre l'Ukraine, le ministère de la Justice de la Fédération de Russie a inscrit Garry Kasparov sur la liste des agents de l'étranger. Je vous recommande de lire un livre excellent qu'il a écrit, un livre bien connu qui s'appelle Winter is Coming, qui a été traduit en français par le titre « Stopper Vladimir Poutine et les ennemis du monde libre ». Et je vais commencer par une première question que j'adresse à tous les panélistes. Et je vais commencer par Garry Kasparov. Garry Kasparov, merci d'avoir participé à notre huis clos hier. Nous avons donc publié un communiqué qui reprend cette formule que vous répétez sans relâche depuis plusieurs mois, à savoir que la guerre que mène la Russie en Ukraine est condamnable, que l'Ukraine doit retrouver ses frontières de 91. Pourquoi pour vous c'est important aujourd'hui de fédérer l'opposition russe autour de ces 5 points que j'ai élaborés tout à l'heure? Мне кажется, что сейчас вести споры Il me semble qu'actuellement, avoir des débats sur des règles, enfin, il y a des choses qui nous unissent.
Et elles sont reflétées dans cette déclaration que vous venez de lire. La guerre de Poutine contre l'Ukraine, ce n'est pas seulement la guerre pour les territoires, c'est la guerre des principes, une guerre de dictateurs qui veut nous faire revenir dans le passé, et la guerre des personnes qui défendent leur liberté. Et non seulement leur liberté, l'Ukraine se bat aussi pour la liberté des Russes et pour notre liberté de tous. L'échec de l'Ukraine pourrait conduire à ouvrir la porte à tous les dictateurs chinois, etc. Et de notre point de vue, il faudra réunir non seulement l'opposition russe, mais aussi tous ceux qui veulent se battre pour la liberté autour de ces points. Donc le titre de cette panel qui peut s'opposer à Poutine, le régime de Poutine, il est arrivé à un point de dictature et de totalitarisme lorsque les forces intérieures ne sont pas suffisantes. C'est une affaire de tous. Comme lors de la Deuxième Guerre mondiale, il faut que tout le monde s'unissent. Il y a des ressources qui doivent nous aider à s'unir. Donc nous considérons que cette conférence doit démontrer que Poutine n'est pas une menace que pour l'Ukraine, mais pour toute l'Europe et pour tout le monde, puisque le changement d'ordre qui a été établi après le 1945 concernera tout le monde. Il me semble qu'actuellement nous sommes au point où, lorsque la compréhension de que tout le monde commence à le comprendre, mais il ne faut pas oublier qu'en France, au premier tour des élections présidentielles, plus de la moitié des électeurs ont voté pour un candidat qui soutenait Poutine. Donc il faut se souvenir que le poutinisme, il ronge aussi les pays du monde libre. Par exemple, en Allemagne aussi, il y a le soutien des Poutine qui augmente aux États-Unis. Donc c'est un problème international. Et aujourd'hui, nous comprenons, en tant que l'opposition russe, qu'il n'y a que la victoire finale totale de l'Ukraine qui pourra faire revenir la Russie au sein dans la communauté des pays libres. Il faut que le drapeau ukrainien flotte de nouveau au-dessus de Sébastopol. Donc, il faut qu'on se batte contre le fascisme poutiniste. Garry Kasparov, nous savons que vous participez actuellement à un forum des droits de l'homme et que vous ne pourrez pas rester toute la session avec nous, mais c'est la raison pour laquelle je voudrais vous poser tout de suite une deuxième question que je vais poser tout à l'heure également à mes autres invités. Qu'est-ce que vous attendez? On voit que derrière vous, il y a les deux drapeaux, le drapeau ukrainien et le nouveau drapeau russe, et que vous marquez Slava Ukraini, Slava Ukraine dans les deux langues, en langue ukrainienne et en langue russe, gloire à l'Ukraine. Ça veut dire que vous êtes maintenant complètement engagé en solidarité avec l'Ukraine, que vous avez trouvé des financements, si j'ai bien compris, pour soutenir le gouvernement ukrainien. Mais qu'est-ce que vous attendez des autorités françaises? Qu'est-ce que vous attendez des autorités européennes? Les gouvernements français, européens et américains doivent se rappeler que l'Ukraine doit vaincre. Et il n'y a pas de demi-mesure. Nous devons, les phrases comme on doit rester avec l'Ukraine jusqu'au bout, ça n'a pas beaucoup d'effet. Donc la stratégie du monde libre doit se construire par rapport à l'impératif de cette victoire. Donc il n'y a que la victoire de l'Ukraine qui nous donne cette chance d'arrêter la dictature un peu partout dans le monde. Et malheureusement, on peut dire que ces mots n'ont pas été prononcés.
Et il faut s'adresser tout premièrement au président américain qui prend une position pas assez franche. Nous ne voyons pas de leadership en Europe. On aimerait bien que le président Macron prenne une position plus nette et que d'autres dirigeants européens, on voit qu'ils essayent d'être plus timides en faisant attention et en guettant les réactions américaines. Il me semble que cette conférence-là doit convaincre les gens que c'est notre affaire commune, la lutte contre le fascisme, et arriver à un point que nous avons besoin d'un plan. Et tant qu'on ne comprenons pas qu'il s'agit d'une guerre, une guerre de tout le monde, parce qu'on peut voir que même les sanctions contre la Russie ne sont pas très efficaces. Il y a toujours des moyens de les contourner. C'est pour cela qu'il est très important d'avoir un plan assez détaillé, non seulement pour la victoire de l'Ukraine, mais aussi de la dépoutinisation de la Russie, trouver des moyens pour que la Russie post-Poutine ne retombe pas dans le marécage de totalitarisme. Il n'y a aucune garantie. Mais malheureusement, contrairement à la guerre froide, nous ne voyons pas les pays occidentaux donner des solutions à ce problème. Je voudrais vous poser une dernière question, si vous pouviez nous répondre en une ou deux phrases. Il y a ici plusieurs centaines de jeunes. Est-ce que vous leur recommanderiez d'apprendre à jouer aux échecs? Est-ce que pour vous c'est important, ancien champion du monde, de dire quelques mots? Pourquoi c'est important pour les jeunes aujourd'hui de jouer aux échecs? Il était toujours important de jouer aux échecs parce que le jeu d'échecs apprend la vision stratégique, elle apprend la compréhension de voir toutes les choses, l'ensemble des choses sur l'échiquier. Et aujourd'hui, ces capacités pourraient être utiles dans tout domaine de notre vie. Donc même si un jeune homme arrive à avoir un très très bon niveau dans les échecs, ce serait quand même important de continuer. Et je propose maintenant de donner la parole à Evgenia Karamurza. Evgenia, voilà, vous avez participé à ce huis clos. Qu'est-ce que vous retenez de cette déclaration finale ? Merci beaucoup. Tout d'abord, je voudrais bien remercier la région Normandie et le Collège des Bernardins pour leur hospitalité et d'avoir créé cette plateforme et de nous y avoir invités pour participer à cette conversation importante. Et aussi, j'ai un message pour tous les jeunes dans cet auditorium aujourd'hui. Le futur est à vous. Littéralement, il est à vous. Ne répétez pas nos fautes. Ne laissez jamais les bullies de ce monde impunis. Et ne considérez jamais les violations des droits de la personne, où qu'elle ait lieu dans ce monde, comme quelque chose qui vous ne concerne pas. Parce que ça vous concerne. Ça nous concerne tous. Et Vladimir Poutine l'a montré. Comme Garry Kasparov vient de le dire, ce n'est pas seulement la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Ce n'est pas seulement la lutte des Ukrainiens pour leur territoire. Oh non, pas du tout. Cette lutte des Ukrainiens concerne nous tous parce qu'ils se battent pour la démocratie, ils se battent pour la paix, ils se battent pour la liberté. Et ça, c'est très important de retenir. Parce que cette guerre qu'on voit se dérouler, une guerre affreuse, qu'on voit se dérouler au milieu de l'Europe, n'était pas inattendue. Elle est devenue le résultat de plus de 2 décennies d'impunité. Et chaque fois que Vladimir Poutine commettait un crime semblable à ce qu'il fait aujourd'hui, il attendait la réaction. Il ne recevait pas de réaction, et alors il continuait.
Il a mené la guerre en Tchétchénie, il a envahi la Géorgie, il a annexé la Crimée, il a procédé à des bombardements de la Syrie. Et voilà, dans sa tête d'un homme franchement dérangé, s'il peut annexer la Crimée, pourquoi est-ce qu'il ne peut pas annexer le reste de l'Ukraine? S'il peut tuer les civils en Syrie, pourquoi est-ce qu'il ne peut pas le faire en Ukraine? Donc, cette impunité doit terminer. On ne peut plus le supporter. Ce dictateur doit être arrêté parce qu'il représente un danger pour tout le monde. Et je crois qu'il est aussi important de souligner que ce qui se passe en Ukraine va de pair avec la répression de plus en plus lourde de la société civile en Russie. Parce que pour pouvoir continuer la guerre, Vladimir Poutine doit éradiquer toute dissidence dans le pays. Et il y a de la dissidence dans le pays. Il y a de l'opposition à Vladimir Poutine et à sa guerre en Ukraine. Parce que les arrestations, les détentions continuent. Les détentions ont lieu tous les jours. Et d'après les ONG des droits de la personne, plus de 700 poursuites criminelles et plus de 8000 poursuites administratives ont déjà été ouvertes contre les protestataires anti-guerre. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts à risquer. Mais imaginez ça, ceux qui risquent. Parce que sous les lois russes, on va dans la rue avec une feuille de papier qui dit non à la guerre, ou avec une feuille de papier qui ne dit rien. Vous risquez une peine de prison de 15 ans. En prison, vous pouvez être facilement sujet à la torture, au traitement dégradant, inhumain, à l'agression sexuelle et même à la psychiatrie punitive. Les gens qui perdent leurs droits parentaux pour s'opposer à la guerre, dont les enfants sont arrachés d'eux et placés dans des orphelinats parce que l'État russe croit que ses parents ne soient pas capables d'élever de bons citoyens russes. Donc dans cette situation, je crois que tout doit être fait pour que ces voix ne soient pas supprimées par l'État russe, parce que c'est ce que Vladimir Poutine veut faire. Il veut supprimer ces voix et il veut montrer au monde entier qu'il n'y a pas de résistance en Russie, que tout le monde se tait. Et ça, ce n'est pas vrai. Mon mari n'est pas le seul. Mon mari, qui a été condamné pour 25 ans dans une colonie pénitentiaire à régime strict et qui dans cette colonie pénitentiaire à régime strict a été placé dans une cellule disciplinaire qui mesure 3 mètres par 1,5 mètre, avec de l'eau froide dans le robinet, avec un lit qui s'attache au mur du 6 heures au matin jusqu'à 21 heures du soir, avec un tabouret comme une seule pièce de meuble dans cette cellule. Il n'est pas seul comme ça. Alexei Gorinov, un député municipal qui a été condamné à 7 ans de prison pour avoir critiqué la guerre pendant une session du conseil municipal et qui manque un poumon, est gardé dans les mêmes conditions. Yevgeny Bestoujev a des problèmes avec son cœur. Il ne reçoit pas de traitement médical. Il a été placé dans des conditions qui ne sont pas compatibles avec sa vie. Et ça arrive tous les jours. Ce sont les gens qui... ce n'est pas seulement ceux qui sont jetés en prison qui souffrent, mais aussi leurs familles. Parce qu'avant son emprisonnement, par exemple, oui, pour moi c'est très personnel, c'est vrai.
Avant son emprisonnement, mon mari il a été chanceux. Il a survécu à 2 tentatives d'assassinat avec du poison, en 2015 et en 2017, parce que mon mari a été dans l'opposition à Vladimir Poutine depuis que Vladimir Poutine est venu au pouvoir. Et depuis 2010, il a été engagé dans ce plaidoyer pour l'introduction des sanctions personnelles contre les violateurs des droits de la personne, les sanctions Magnitsky autour du monde. Et tous ceux qui ont été engagés, qui sont toujours engagés dans cette campagne pour l'introduction des sanctions personnelles, sont considérés comme des ennemis personnels de ce régime. Mon mari a commencé ce travail avec Bill Browder et Boris Nemtsov, le leader de l'opposition russe. Boris Nemtsov a été assassiné à Moscou en 2015. Mon mari a été empoisonné 3 mois plus tard. Cet empoisonnement l'a plongé dans un coma. Aucun de ses organes ne marchait plus. Il devait réapprendre à marcher, à tenir la cuillère, à parler. Tout ça se passait devant les yeux de nos enfants. L'aînée avait 9 ans à l'époque. Quand elle avait 11 ans, son père a été empoisonné encore une fois. Les 2 fois, il a été empoisonné à Moscou. Mais ça ne se passe pas seulement à Moscou. L'assassinat politique comme une méthode utilisée par les autorités russes contre les dissidents a été utilisée pendant des années maintenant. Et plusieurs gens n'ont pas survécu, n'ont pas été aussi chanceux. Mon mari a décidé de ne pas abandonner sa lutte parce que pour lui, c'est plus que la vie. J'ai peur de le même prononcer parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai choisi de passer ma vie, avec qui j'ai choisi d'élever nos enfants. Mais je ne lui ai pas dit non quand il m'a dit qu'il rentrait en Russie. Je ne l'ai pas arrêté parce que je sais pourquoi il se bat. Comme je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas la lutte seulement pour le territoire russe ou le territoire ukrainien. Non, c'est la lutte pour la liberté, c'est la lutte pour la paix, c'est la lutte pour ce que la Russie ne soit plus un danger pour elle-même et les autres autour. Merci beaucoup, Evgenia, pour ce témoignage poignant et extrêmement fort. Je reviendrai vers vous tout à l'heure pour une deuxième question. Je voudrais donner la parole à Olga Prokopieva maintenant. On a bien compris que Evgenia Kara-Murza retenait de ce communiqué la nécessité de combattre pour des principes et de défendre les prisonniers de conscience aujourd'hui en Russie. De votre côté, qu'est-ce qui est important dans ce qu'on a pu dire ces dernières 24 heures à Caen, et qu'est-ce qui est important pour l'organisation que vous représentez, Russie Liberté? Merci Antoine, merci d'avoir organisé cette table qui est très, très importante, et je suis ravie de pouvoir m'exprimer aujourd'hui devant ce public. Donc, notre association Russie Liberté existe en France déjà depuis 2012. 2012 est une année, en fait, un tournant en Russie, puisque c'est l'année où il y a eu justement des répressions massives qui ont commencé dans lesquelles de nombreux opposants politiques ont été arrêtés, enfermés. Et c'est là où toutes les lois de plus en plus dures et arbitraires contre la liberté d'expression, contre les libertés des citoyens ont commencé à être introduites, et toute la société civile a commencé à être étouffée petit à petit. Cet étouffement et ces répressions ont pris un tournant encore plus grave et encore plus fort depuis l'invasion massive de l'Ukraine.
Et notre rôle, c'est justement de continuer à soutenir ces voix et cette société civile russe depuis la France. Et dans le communiqué, donc dans cette déclaration qui a été publiée aujourd'hui, pour nous, c'est un des points primordiaux, puisque sans ce soutien, la société civile russe se sent encore plus abandonnée, se sent encore plus isolée. Et si elle se sent abandonnée, isolée, elle n'a plus le courage d'agir. Et nous, on veut lui donner ce courage d'agir. Et vous pensez peut-être que vous êtes loin ici, loin d'eux, et que vous n'avez pas de moyens de les aider. Mais en réalité, vous avez tous le moyen de les aider. Vous tous qui êtes assis ici au premier, au deuxième, au troisième rang, vous avez la possibilité de les soutenir. Alors bien sûr, il faut en premier lieu soutenir les Ukrainiens, continuer à manifester avec eux, continuer à participer à des collectes de dons et à parler tout simplement de cette guerre qui a lieu tous les jours, où des gens sont civils et innocents sont tués tous les jours. Mais aussi, il est important de soutenir la société civile russe qui, elle, se bat aussi dans une guerre intérieure, une guerre dans laquelle elle ne veut pas que des Ukrainiens soient tués en leur nom. Et leurs moyens d'action et leur voix et la possibilité de publier des messages sur les réseaux sociaux, de diffuser des affiches de manière aussi, bien sûr, de plus en plus anonyme, de plus en plus secrète, clandestine, de publier des messages même sur des billets de roubles, de diffuser des journaux dans les boîtes aux lettres. Donc toutes ces petites actions existent toujours en Russie. Et les coordinateurs des différents mouvements anti-guerre qui font ces actions sont pour la plupart exilés parce que pèsent sur eux de lourdes charges. Ils sont tous sous des affaires pénales. Il y a beaucoup de condamnations déjà, et Evgenia en a parlé, et des procès tous les jours. Rien que cette semaine, OVD Info, qui est une ONG qui recense justement les poursuites contre des personnes impliquées dans l'opposition à la guerre, a identifié 86 audiences rien que cette semaine. Alors, ça peut paraître peu pour un si grand pays comme la Russie, mais je vous assure que c'est suffisant pour effrayer tous les autres, pour faire en sorte que tous les autres, qui s'opposent en réalité à la guerre, restent muets chez eux. C'est malheureux à dire, mais les condamnations sont tellement fortes, 25 ans, 19 ans, 2 ans pour un père d'une fille qui a publié un dessin anti-guerre. La semaine dernière, il y avait 2 enfants de 7 et 11 ans qui ont été amenés au poste de police parce qu'ils ont clamé « Gloire à l'Ukraine » dans la rue. Donc, quand des enfants se font amener au poste de police, quand des jeunes se font emprisonner pour des dizaines d'années parce qu'ils ont mis le feu à un bureau de recrutement militaire, par exemple, bien sûr, ça fait peur à la population. Et cette pression, en fait, elle existe déjà depuis des années, depuis 2012, depuis ce moment de tournant. Donc, il nous appartient de donner du courage à cette société civile et aussi à prendre la responsabilité de nos propres actions. Je finirai là-dessus. Garry Kasparov, tout à l'heure, rappelait les élections présidentielles françaises. Et je pense que c'est un point important à rappeler parce qu'en effet, il a failli y avoir une présidente qui, encore il y a quelques années, soutenait très ouvertement Poutine et était même financée indirectement par Vladimir Poutine. Et Et donc, vous aussi, par votre vote, vous avez la possibilité de contrebalancer la situation et d'agir sur la situation en Russie et en Ukraine. Il y aura des élections européennes aussi bientôt. Et toutes ces élections sont très importantes. Et les jeunes, vous êtes l'avenir, comme disait Evgenia, et c'est très juste aussi, parce qu'il
il ne faut pas oublier que votre voix compte énormément, et pas seulement sur votre premier cercle en fait, d'influence, mais bien au-delà. Merci. Merci beaucoup, Olga. En plus, Olga me donne la transition toute trouvée vers la politique qui se trouve à ma droite, donc Natalia Pouzyrev, qui est, comme je le disais, députée Renaissance et qui connaît bien les aspects politiques de ces questions. Et donc, ma question est la même par rapport à ce communiqué qui a été publié aujourd'hui et que vous avez lu. Hier, vous étiez ailleurs, vous étiez en Angleterre, mais vous en avez pris connaissance tout à l'heure. Qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce qui est important pour vous? Alors, merci pour l'invitation. Merci, mesdames, messieurs, et tous ces jeunes lycéens, lycéennes, d'être parmi nous aujourd'hui. Donc déjà, je voulais revenir à la question, parce que la question paraît presque impossible, quoi. Qui pour résister à Vladimir Poutine quand on voit le niveau de répression qui existe en Russie? Il faut se le représenter, effectivement. Et nous avons entendu le témoignage poignant de Yevgenia à ce sujet. Garry Kasparov a parlé aussi de valeurs, et dans les valeurs qui représentent nos démocraties, il y a le pluralisme. Imaginez-vous qu'en Russie, il y aura des élections aussi l'année prochaine en Russie. Il n'y a pas de pluralisme, c'est-à-dire plusieurs partis politiques avec une opposition véritablement en capacité de s'opposer au discours dominant du Kremlin. Imaginez-vous, vous qui êtes encore au lycée, si vous viviez dans un monde pareil. C'est l'obscurantisme pour nous. Donc il faut bien se mettre dans cette situation, imaginer ce que cela pourrait représenter. C'est pour ça que moi, en tant que politique, j'ai choisi de soutenir l'émergence. Et je pense qu'il faut soutenir l'émergence d'une opposition démocratique en Russie, qu'elle soit issue de l'intérieur ou de l'extérieur. Alors, c'est à eux, bien sûr, de s'organiser. Ils essayent de le faire. Ils font beaucoup d'efforts, je dois le dire. J'ai eu l'occasion de participer à des réunions à Paris, mais également à Bruxelles, d'où sont parties pas mal d'initiatives, en coopération avec les députés européens, qui tendent la main aussi et qui essayent de promouvoir l'idée que les Russes doivent se retrouver ensemble et déterminer quel type d'opposition ils veulent former. Alors on l'a bien dit, ils ont des valeurs qui les rassemblent déjà, s'opposer à la guerre en Ukraine, vouloir une évolution démocratique du pays. Il leur reste encore quelques pas à faire, bien sûr, pour, sans trop personnaliser cette opposition démocratique, mais se structurer. Il faut déjà qu'ils s'unissent. Je sais que ce n'est pas un enjeu si facile que ça. On voit bien qu'il y a un fait générationnel au sein de l'opposition russe, de différentes générations, avec des exilés plus récents qui ont peut-être une autre vision. Mais il faut s'unir, il faut pouvoir se rassembler et pouvoir exprimer une volonté et donc avoir une stratégie. Et c'est ce que nous leur demandons, politiques, je dirais, européens, qu'ils puissent nous proposer effectivement le projet de société qu'ils envisagent pour un avenir de la Russie que nous souhaitons tous, bien sûr, meilleur. Et moi, j'en reviendrai à ça, c'est qu'il nous appartient à nous, en revanche, de réfléchir à l'après-guerre, l'après-Poutine, parce que, comme on disait, la Russie peut représenter une grande menace. La Russie, elle est sur notre continent. Il s'agit de la sécurité de notre continent. Il s'agit de la paix sur notre continent. Il s'agit de se projeter déjà, et c'est à vous que ça appartient, effectivement, la jeune génération en premier lieu, se projeter dans un avenir où on pourrait avoir une espèce de Corée du Nord à nos frontières. Comment va-t-on pouvoir vivre de façon tranquille, apaisée, avec une mer Noire qui serait gelée, si je peux dire, avec un conflit, des braises d'un conflit toujours ardente en Ukraine? Donc il ne faut pas lâcher l'Ukraine, il faut la soutenir politiquement, la France le fait, il y a une unité des pays européens là-dessus, mais on le sait qu'on peut aussi tomber dans une espèce de lassitude des peuples. Donc il faut vraiment y prendre garde, continuer à parler du conflit en Ukraine, continuer à affirmer notre soutien. Notre soutien, il est militaire, il est
diplomatique, il est politique. D'ailleurs, la France était en pointe pour proposer à ce que l'Ukraine reçoive une invitation à rejoindre l'OTAN. Donc je pense que là, le président Emmanuel Macron a été quand même à pousser l'initiative au plus loin. Mais on sait aussi, nous politiques, nous sommes très attentifs à ça, que les élections américaines approchent. Il va y avoir beaucoup d'élections finalement. On va parler des élections européennes l'année prochaine où il faudra exprimer votre vote pour ceux qui peuvent voter. C'est très important. Je vous dis, quand on a le choix de pouvoir voter pour différents partis, il faut l'exprimer. Mais il y aura des élections aussi en Russie et il y en aura aux États-Unis. Et aux États-Unis, on sait bien qu'il y a toujours une tendance à se replier sur les enjeux nationaux à la veille d'une élection. Et donc, c'est pour ça que nous, Européens, nous devons rester mobilisés à faire en sorte qu'il y ait une victoire de l'Ukraine, parce qu'il s'agit de notre continent à nous, Européens. Et je suis sûre qu'en Normandie, ici, le public est très sensible à l'Europe, parce que c'est quand même un pays, une région de confluence, je dirais, européenne aussi, donc dans le paysage européen. Il faudra certainement lutter contre tous les narratifs qui viendront du côté de la Russie dans cette période-là, les narratifs qui voudraient dire en fait il faut négocier la paix au plus vite. Non, il faut vraiment qu'on ait un narratif qui montre que les choix qui ont été faits par le président Poutine sont des choix qui sont dramatiques pour nous tous, pour notre continent. Il faudra donc imposer ce narratif d'une victoire de nos valeurs, une victoire ukrainienne, une victoire de nos valeurs européennes. Il faut déjouer, à mon sens aussi, le piège de la peur du chaos. Ah oui, si jamais Poutine était renversé, la Fédération de Russie basculerait dans le chaos. Je ne pense pas qu'il y aura une transition forcément douce, mais néanmoins, il ne faut pas tomber dans ce piège-là qui nous pousserait vers l'immobilisme. Et il faudra toujours être très, très vigilant quant à la bataille des perceptions. C'est pour ça qu'on encourage d'un côté l'opposition démocratique russe, mais on se mobilise de notre côté aussi pour ne pas oublier ces fondamentaux, défendre nos valeurs, soutenir l'Ukraine et penser à l'après, parce qu'il s'agit de notre paix, de notre sécurité à tous. Merci. Merci beaucoup. Vous avez commencé à répondre à la deuxième série de questions que je voulais proposer aux intervenants ici. Et je voudrais que vous aussi, dans la salle, vous commenciez à réfléchir à de possibles questions, puisque dans 15 minutes, vous aurez la parole pour poser des questions à nos intervenants. Donc, réfléchissez à de possibles questions, et pendant que vous réfléchissez, moi, je voudrais dire une chose qui m'a touché. Hier, la réunion qui a été organisée par le Forum Normandie a eu lieu dans la salle Alexis de Tocqueville. Et cette salle Alexis de Tocqueville, pour moi, c'était une inspiration d'une grande figure du XVIIIe siècle de Normandie, qui a su réfléchir ad intra, puisqu'il s'est engagé dans la vie politique française, et ad extra, puisqu'il a écrit ce fameux livre de la démocratie en Amérique. Et donc, voilà, il faut avoir sans arrêt ce regard ad intra, ad extra, universel. Je pense que c'est très inspirant. Et donc, dans notre panel, la deuxième question que je voudrais poser à Evgenia Kara-Murza, c'est, puisqu'on réfléchit à qui pour résister à Poutine en Russie et à l'étranger, pour vous, qu'est-ce que les démocraties occidentales devraient faire, là, concrètement, pour soutenir l'opposition russe, les Ukrainiens, et aider à la libération des prisonniers politiques? On se souvient dans les années 70 que Boukowski avait été échangé contre un autre prisonnier politique parce qu'il y avait eu une forte pression qui avait été faite. Aujourd'hui, qu'est-ce que les démocraties occidentales devraient faire? Merci pour la question, mais la chose la plus générale, la plus simple en fait, mais aussi la plus importante, je crois, parce que de là va le reste. C'est un message de solidarité
un message de solidarité avec ceux qui se battent contre Vladimir Poutine, contre sa guerre d'agression en Ukraine. Je crois que c'est un message très important parce que Vladimir Poutine, son régime fait tout pour démoraliser les gens à l'intérieur du pays. Les gens voient quelles sont les méthodes répressives utilisées contre ceux qui s'opposent et ils ont peur, bien sûr, ils ont peur. Et aussi, quand on les critique de l'extérieur, il se dit, mais allez, on pouvait peut-être risquer, mais ça ne sert vraiment à rien. Parce que même si on est jeté en prison, personne ne nous voit. Personne ne pense pas à nous. Et donc je crois que ce message de solidarité avec ceux qui se battent, non seulement les soutiendrait eux, mais aussi je crois que ça sera un message à tous ceux qui peut-être pensent à s'engager dans cette lutte, mais ont des doutes, ont de la peur. Ça peut-être les aiderait à s'engager plus activement. Et aussi, un autre point important, et je crois que grâce au travail des ONG ukrainiennes et internationales, grâce à l'engagement des observateurs et des journalistes indépendants et du gouvernement, il est possible de collecter les informations sûres et les preuves des crimes de guerre commis par l'armée russe sur le territoire ukrainien, et ce qui est absolument essentiel pour le travail du tribunal international. Parce que ça, on en a besoin. On a besoin d'un tribunal international pour que ce responsable du crime d'agression et des crimes de guerre commis par l'armée russe en Ukraine, pour que le monde voit qu'ils sont punis pour leurs crimes. Mais en même temps, en Russie, en l'absence de tout instrument démocratique qui permettrait d'évaluer les opinions publiques, parce qu'il n'y a pas de liberté de parole, pas de liberté de la presse, pas de liberté d'association et d'assemblée, pas d'élection, mais rien. Nous n'avons qu'une idée très vague de l'ampleur de répression qui se passe dans le pays, parce que tous les chiffres que les ONG travaillant pour noter toutes les violations des droits de la personne, toutes ces ONG nous disent voilà les chiffres, mais ils sont très conservatifs parce qu'on n'a pas le droit de travailler en Russie à l'intérieur, parce que la Russie est énorme et tout ce qui a à faire aux droits de la personne est interdit en Russie et déclaré comme indésirable ou agent étranger. Et donc, on n'a qu'une idée très vague de ce qui se passe vraiment. Et je crois que pour ça, c'est très important de soutenir le travail des journalistes indépendants, des activistes et des ONG qui continuent le travail malgré tout. Et aussi, pourquoi il est important de soutenir le travail de ces représentants spéciaux et des rapporteurs spéciaux qui travaillent sur la situation avec les droits de la personne en Russie. Par exemple, la rapporteuse spéciale de l'ONU sur la situation avec les droits de la personne en Russie, Madame Katsarova, a présenté son rapport récemment où elle a parlé de la clôture de l'espace civil en Russie. Pas le rétrécissement, mais la clôture. Et je crois que son mandat doit être renouvelé parce que la situation va de mauvais au pire. Donc ça ne fait que détériorer. Et je crois que son mandat doit être renouvelé pour qu'elle puisse continuer son travail important à noter ces violations pour qu'on puisse avoir un tribunal, nous aussi, un jour. Merci, merci. Je me tourne vers vous, Natalia Pouzyrev, parce qu'on sait que le président Macron a rencontré
la chef du Biélarus qui a été élue présidente, Madame Tsikhanouskaya, et qui est maintenant en exil en Lituanie. On sait que le président Macron avait rencontré, par exemple, Oleg Sentsov, qui est le dissident ukrainien qui avait été emprisonné, qui avait finalement été libéré. Est-ce que pour vous, le président Macron devrait rencontrer des chefs, des représentants de la société civile russe, de l'opposition russe, devrait par exemple recevoir Madame Kara-Murza au Palais de l'Élysée pour l'écouter? Est-ce que vous pensez que l'Assemblée nationale des députés pourrait jouer un rôle pour dire, écoutez, ça peut être utile qu'au plus haut niveau de l'État ou du ministère des Affaires étrangères, on puisse entendre la voix de l'opposition russe? Ils ont des tas de questions à poser sur les sanctions, sur les visas, sur les politiques migratoires. Est-ce que ça aiderait pas, ou est-ce que c'est trop compliqué pour un chef de l'État de rencontrer des opposants comme Mme Kara-Murza, par exemple, ou Garry Kasparov ou les autres? Écoutez, je serais ravie que le président puisse rencontrer Madame Kara-Murza, mais je ne peux pas parler à sa place. Hein. Mais je pense que nous, parlementaires, nous écoutons et nous tendons la main à ces opposants. Nous les fréquentons, nous sommes plusieurs parlementaires dans ce groupe que l'on n'appelle plus groupe d'amitié, mais qu'on appelle groupe France-Russie, qui sommes engagés quand même et très attentifs à la question des prisonniers politiques depuis quelques années déjà. Donc il y a une écoute et il y a de la bienveillance. Après, il faut qu'on puisse être dans l'action, soutenir les prisonniers politiques, donc bien sûr en parler aux autorités russes que nous ne rencontrons plus, mais par courrier interposé ou via l'ambassade de Russie en France, même si, je le regrette, mais c'est vrai que les relations diplomatiques ne sont pas rompues, mais il n'y a pratiquement plus d'échanges. Néanmoins, il faut continuer à faire entendre leur voix, à parler de leur nom, et c'est ce à quoi nous nous attachons. Ensuite, il y a une autre fonction pour moi très importante, c'est le soutien des journalistes russes en exil. C'est pour ça que j'y travaille avec Reporters sans frontières. Il y a des rapports aussi qui ont été publiés sur la création de médias, d'un hub médias russes en Europe. Il y en a plusieurs dans différents pays. Moi, je souhaiterais que la France soit un peu plus allante pour soutenir ces journalistes russes en exil, c'est-à-dire leur sécuriser leur statut déjà, puisqu'ils ont des titres de séjour, mais voilà, il faut les renouveler, premièrement, et puis leur donner les moyens de travailler, de se projeter. Donc ça, c'est important. Et j'en appelle aussi aux médias français. Il faut que les médias français, France Média Monde, on a des représentants, je pense, des RFI, France 24, puissent aussi les aider quelque part à produire du contenu qui serait produit en russe à destination du public russophone en France et aussi partout en Europe, et puis à travers des communications, parce que ça c'est encore possible aujourd'hui, via YouTube, on arrive à faire passer des opinions, des avis différents auprès du public russe. Donc pour le moment, il faut maintenir absolument ce lien. Donc voilà un peu les pistes de travail auxquelles on réfléchit nous au Parlement. Et bien sûr, si l'opposition démocratique russe arrive à montrer qu'elle peut s'organiser et cristalliser, formaliser une stratégie, pourquoi pas, intercéder pour effectivement qu'il y ait des rencontres à plus haut niveau. Merci, c'est important. Et Olga, comment vous voyez les choses? Vous êtes en contact avec la mairie de Paris, par exemple, qui joue un rôle important dans vos projets. Mais est-ce que vous attendez plus de la part des autorités? Alors oui, on reçoit pas mal de soutien et on est très ravis de ça, de la mairie de Paris, de l'Institut français qui soutient notamment notre forum qui commence demain. Mais je pense qu'en effet, cette question de symbole, d'une rencontre symbolique est très importante parce que les représentants des forces démocratiques russes et de la société civile russe ont besoin de cette reconnaissance et on pense aussi que ce serait un symbole fort envoyé à Poutine si M. Emmanuel Macron ou ses conseillers rencontrent de manière publique et ouverte ses représentants. Mais en fait, il y a
d'autres sujets très, très pratico-pratiques qui sont aussi très importants. On travaille sur notamment le sujet des sanctions. Donc vous savez qu'il y a plusieurs paquets de sanctions qui sont apposés à la Russie, qui sont d'une efficacité certes avérée, mais qui sont très fortement contournées. Et on demande un meilleur contrôle de l'application de ces sanctions. Des investigations récentes ont montré qu'il y a des composants des sociétés françaises, Thales, SMT Electronics et d'autres, dans des missiles qui sont en train de tuer des Ukrainiens. Pour nous, c'est inacceptable. Il faut absolument qu'il y ait un contrôle sur toutes les voies de revente, de marché parallèle ou que sais-je, afin que les sociétés françaises ne soient pas impliquées dans l'effort militaire, l'effort de guerre russe. Et c'est la même chose d'ailleurs aussi avec le pétrole qui, malgré le fait qu'il soit sous sanction, arrive quand même en France par d'autres marchés et via d'autres pays revendeurs. Donc on a publié une analyse d'ailleurs sur notre site sur les différentes mesures de sanctions qui devraient être beaucoup mieux contrôlées. Vous pouvez donc la lire cette analyse sur notre site russie-liberté.org. Et l'autre champ de bataille, on va dire, qu'on mène aussi actuellement, c'est l'accueil des déserteurs russes. Des déserteurs et de ceux qui refusent la mobilisation forcée. Vous savez peut-être qu'en Russie, il y a donc plusieurs lois maintenant qui forcent des jeunes hommes à partir au front, souvent malgré leur volonté, et souvent aussi parce qu'ils sont trop peu informés en réalité de leur droit de refuser cet envoi forcé. Il y a des ONG russes qui tentent de les informer, qui tentent de les évacuer lorsqu'ils sont déjà convoqués au bureau de recrutement militaire, car il faut savoir que du moment où vous êtes convoqué au bureau de recrutement militaire, vous êtes déjà passible d'une poursuite pénale si vous ne vous rendez pas à ce rendez-vous. Et pour nous, il est important que l'Europe puisse accueillir ces déserteurs et ces réfusniks, comme on les appelle, et qu'elle leur octroie l'asile. Et malheureusement, même en France, aujourd'hui, cela est presque impossible. Donc voilà, je relance cet appel que nous avons déjà formulé au ministère des Affaires étrangères, au ministère des Affaires intérieures, à ce qu'il y ait un mécanisme, une possibilité d'obtenir des visas humanitaires pour que ces réfusniks et ces déserteurs puissent arriver en France et être en sécurité, parce qu'un soldat en moins dans l'armée russe, c'est un combattant en moins qui ira tuer les Ukrainiens. Merci, c'est important. On parle d'ailleurs de ça dans notre communiqué. Il y a un consensus de tous les opposants russes sur ce sujet. Donc c'est important qu'en France, une association comme Russie Liberté s'en fasse le porte-voix. Donc là maintenant, la parole est à vous. Est-ce que vous avez eu le temps de réfléchir à des questions qui vous brûlent? Et si je peux me permettre, il faudrait privilégier d'abord les questions à Evgenia Karamurza, parce qu'elle ne pourra pas rester au-delà de 17h40 avec nous. Donc elle est encore 10 minutes avec nous. Si parmi vous, il y avait une question à Evgenia Karamurza, on la prendrait en priorité. Et puis ensuite, dans un second temps, des questions à Madame Pouzirev ou à Madame Prokopieva. Alors, je vois qu'il y a une main qui se lève par là-bas, oui? Allez-y, monsieur. Oui, bonjour mesdames, bonjour monsieur. J'aurais justement une question pour Madame Karamurza. Vous avez parlé de la nécessité d'un message de solidarité à l'égard de tous les opposants à la dictature de Poutine. Moi, ma question est très précise. Que pouvons-nous faire, nous, simples citoyens, dans cette salle, pour que ce message soit transmis? Est-ce que c'est sous la forme de tribunes? Est-ce que c'est sous la forme de pétitions? Est-ce que c'est sous la forme de parrainage? Que sais-je? Très concrètement, que pouvons-nous faire? Merci beaucoup pour la question, monsieur.
ce message de solidarité dirait que le monde, la communauté démocratique de l'Occident ne voit pas le régime de Vladimir Poutine et le peuple russe comme le même. Ça veut dire, j'ai mal expliqué. Mais bon, je vous demande pardon pour mon français très rouillé quand même. À force de parler anglais tous les jours. On est très heureux de votre français parce qu'on sait que vous avez appris le français à Moscou, que vous avez été d'abord interprète, mais que depuis longtemps, vivant aux États-Unis, vous ne travaillez plus comme interprète. Donc au contraire, magnifique français. J'ai pas beaucoup d'opportunités de parler depuis, je sais pas, je parle plus français depuis 20 ans. Donc mon français est très rouillé. Je vous demande pardon. Alors ce message est que Vladimir Poutine n'est pas toute la Russie. La Russie est différente, elle est diverse. Elle est habitée par plus de 190 peuples et ethnicités. C'est un pays qui s'étend 11 zones de temps. Voilà, zones horaires. C'est un pays énorme, qui est très divers, qui est très... et il y a des voix qui sont pour la démocratie, pour la paix. Et ces voix, aujourd'hui, l'État russe essaie de les supprimer. Donc, vous pouvez en parler à vos amis. Vous pouvez envoyer une lettre à votre député. Vous pouvez parler des prisonniers politiques. Et pas de ceux qui sont très bien connus, comme Alexei Navalny ou mon mari, qui est aussi bien connu, mais d'Alexei Gorinov, d'Alexandra Skochilenko. En fait, sa mère va intervenir pendant notre événement à Paris, préparé par Russie Liberté. Vous pouvez parler d'Ilya Yashin, vous pouvez parler de Yevgeny Bestoujev, vous pouvez raconter l'histoire d'Alexei Maskalov, dont la fille lui a été prise. Et lui, il a été jeté en prison pour 3 ans parce que sa fille a fait un dessin anti-guerre à l'école. Ou de Natalia Filonova en Bouriatia, qui a vécu la même histoire. Elle a été jetée en prison pour 3 ans et son fils de 15 ans n'a pas été même permis d'être présent pendant son procès. Maintenant, il a été mis en orphelinat. Donc elle a perdu son fils, elle s'est trouvée en prison. Parlez d'elle. Informez vos voisins, vos amis, vos familles. Dites-leur que ces violations des droits de la personne nous concernent tous. Parce que ces dictateurs, s'ils ne sont pas arrêtés, s'ils ne sont pas punis pour leurs actions, le temps vient toujours quand, je ne sais pas, vous réveillerez un jour et il va être à votre porte. Donc on ne peut pas le permettre. Bon, merci beaucoup. Merci. Je précise qu'il y a actuellement une campagne de pétition pour faire que l'époux de Evgenia Kara-Murza, Vladimir Kara-Murza, reçoive le prix Nobel de la paix. Je pense que c'est à chacun de nous aussi de signer ce genre de pétition, de soutenir ce genre d'idée. Est-ce qu'on peut écrire à votre mari? Est-ce que c'est possible ou pas? Je sais qu'il parle le français. Il parle le français aussi, oui. Comme vous. J'ai eu une fois l'occasion de... Allez en même école. Hein. Vous étiez dans la même école, vous êtes connus dans la même école. Oui, dans la même classe même. Ouais. Oui. Est-ce qu'on peut écrire directement aux prisonniers politiques ou c'est impossible? Comment on fait? Il y a un système qui est appelé Vsin Pismo. Je ne sais pas... Russie Liberté peut-être a des en fait, oui, pour les Français, ça peut être compliqué, mais en tout cas à Paris, on organise des soirées d'écriture de lettres aux prisonniers politiques. Et je suis sûre que dans la région Normandie, il y a aussi des groupes qui font ce genre de choses. Nous, on a une petite cellule aussi à Rennes qui parfois fait des actions de ce type. Mais renseignez-vous via les réseaux sociaux s'il y a des groupes de Russes
Russes s'opposer à la guerre et qui proposent des événements de ce genre. Ouais. Ou vous pouvez peut-être en organiser un groupe comme ça pour écrire à des prisonniers politiques, et pas seulement en Russie, en Bélarus, en Iran et dans d'autres pays. Ce serait une idée fabuleuse. Je vois d'autres mains qui se lèvent. Donc, je crois qu'il y a... Voilà, c'est vous qui donnez les micros. Allez-y. Déjà, bonjour à tous. Merci aussi pour votre débat. Moi, j'avais une question pour toutes les personnes qui ont participé. Est-ce que, pour vous, l'accident d'avion qui a eu lieu en Russie, pardon, dont Prigojine a été victime, est-ce que pour vous, c'est une sorte de répression pour la Russie, une sorte de répression de la part de Poutine? Sur Prigojine, vous vouliez répondre, Natalia? Oui, là, je crois que la réponse est assez simple, qu'on sait d'où vient l'accident. C'était un accident revendiqué, comme je dis parfois. Il est signé. Est-ce que ça fait une pression? Pas plus que ça. La répression est déjà en place en Russie. Vladimir Poutine l'avait dit, il y a une seule chose qui ne pardonne pas, c'est la trahison. Donc je pense que les observateurs s'attendaient à un moment ou à un autre que le destin d'Evgeny Prigojine puisse être celui qu'il a connu. Je ne pense pas que ça marque véritablement la population russe. La population russe, comme l'a dit Madame Karamurza, elle est très vaste, le pays est très vaste, elle est très diverse, et ils voient les choses qui se passent du côté de l'élite moscovite ou de Saint-Pétersbourg. Ils les voient de façon parfois un peu lointaine. Ils ne se sentent pas forcément complètement concernés tant qu'ils considèrent qu'effectivement cette élite n'est pas forcément bonne pour le pays. Ils ne sont pas forcément en accord avec le régime, mais ils veulent, eux, en tant que citoyens russes, se protéger et se désolidarisent en fait de ce qui se passe effectivement à Moscou. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question pour Evgenia Karamurza? Oui, merci mesdames, en particulier pour votre témoignage qui est véritablement poignant. Ce que j'aurais aimé savoir quand même, c'est qu'en tout état de cause, on peut nous s'étonner, Français et Normands en plus, que le peuple russe ne réagisse pas plus que ça. Mais j'entends bien, vous faites tout pour. Mais en tout état de cause, est-ce qu'on ne pourrait pas donner comme raison que ce peuple ait quand même connu très très peu la liberté, malheureusement? Merci beaucoup pour votre question. C'est parce qu'on voit des jeunes sur la télévision, c'est pour ça qu'ils rigolent. Mais oui, répondez à cette question. Pour répondre à votre question, d'après les ONG, plus de 20 000 personnes ont été arrêtées arbitrairement pour avoir protesté contre la guerre déjà. Et comme je l'ai déjà dit, ce sont des chiffres très conservatifs. Ce sont aussi des Russes qui sortent dans les rues malgré le fait qu'ils savent très bien qu'ils peuvent être sujets aux tortures, à ce traitement dégradant et inhumain, à la psychiatrie punitive et à des peines de prison pouvant aller jusqu'à 15 ans juste pour dire non à la guerre, ou jusqu'à 20 ans pour haute trahison. Et vous savez ce qui peut être considéré comme haute trahison? Une jeune femme de 23 ans, Tamara Parshina, risque une peine de prison de 20 ans pour avoir envoyé de l'argent à l'Ukraine, de l'argent autour de $30 américains. Ça, c'est considéré comme haute trahison par les autorités russes. Elle risque une peine de prison, encore une fois, de 20 ans.
L'autre jeune homme risque une prison, Ilya Baburin, risque la même peine de prison pour avoir mis feu à un centre de conscription. Donc, quand on me demande pourquoi les Russes ne protestent pas assez, j'ai une question pour vous. À quoi serez-vous prêts pour dire non? La psychiatrie punitive, ça... Merci. Je propose qu'on dise au revoir à Evgenia Karamurza et qu'on l'accompagne par nos pensées. Merci infiniment, Evgenia, d'être venue parmi nous. C'était un grand honneur, une très grande joie. Et donc, on se revoit bientôt, j'espère. Il y a d'autres questions. J'ai vu des mains se lever. Donc, je vois que là-bas, il y a une question. Donc, je vous en prie. Allez-y. Une question à propos de l'économie. On espère tous que cette guerre finira, mais à la fin, comment l'économie sera-t-elle impactée pour l'Ukraine, mais aussi pour la Russie et pour le reste du monde, bien sûr? Natalia, vous voulez réagir ou Olga? Alors, l'économie russe, vous savez, est sous nombreuses sanctions, mais malgré ça, elle résiste, et malgré ça, ils trouvent toujours des moyens de financement de la guerre. Et c'est pour ça que, justement, tout à l'heure, j'évoquais le contrôle de ces sanctions, parce qu'il est primordial de tout faire pour que les financements que le régime poutinien a la possibilité de déverser sur l'achat d'armes, le développement de l'armée et aussi les répressions, parce qu'il faut bien sûr payer tout cet arsenal de police et de différents agents qui surveillent la population russe. Eh bien, tout cet argent, il doit le trouver quelque part. Et malheureusement, les sanctions, pour le moment, ne sont pas suffisamment efficaces pour que son budget s'affaiblisse de manière considérable. Et l'Ukraine, bien sûr, il y aura un plan de réparation, un plan Marshall important pour l'Ukraine qui est en train d'être tout simplement rasé. Des villes entières ne sont plus que des champs de mines. Et c'est un paysage vraiment terrible. La semaine dernière, on recevait à Paris le festival Art Doc Fest du film documentaire russe et ukrainien, parce que c'est des collaborations entre réalisateurs russes et ukrainiens. Et il y avait un très beau film justement sur ces villes qui sont entièrement détruites, où on voit même des champs de vaches abattues. Donc c'est terrible, vraiment. Et encore une fois, on ne l'a peut-être pas assez dit dans la première partie de cette discussion, mais l'effort, il doit être concentré aujourd'hui à aider l'Ukraine à vaincre et à libérer son territoire. Merci. Natalia? Oui, alors... Demain, nous aurons à aider une Ukraine qui, effectivement, dont l'économie sera complètement renversée. L'effort de guerre coûte très, très cher. Donc, il faut envisager on envisage un plan Marshall pour soutenir l'Ukraine, pour la reconstruction. Donc, il faudra que tous les pays se mettent en accord là-dessus. En ce moment, l'économie russe, après s'être affaiblie, repart de façon transitoire parce que le prix du pétrole augmente. Donc, comme ils vendent du pétrole à la Chine, à l'Inde, et qu'il y a finalement un accord, et vous le voyez bien, on sait très bien que ça crée même des tensions en France, cette inflation, le prix de l'essence à la pompe, ça nous touche aussi. Il y a un accord plus ou moins existant entre l'Arabie saoudite, enfin les pays de l'OPEP, pour faire augmenter les prix du pétrole. Ce n'est pas parce que le pétrole se raréfie qu'il augmente, c'est parce qu'il y a un accord entre la Russie et les pays de l'OPEP pour avoir un niveau de pétrole important, et c'est pour ça que ça nous impacte nous aussi. Donc c'est pour ça que tous ces sujets-là nous concernent.
Après, on n'a pas les exportations vers la Russie, elles sont quand même très très bien contrôler les exportations directes depuis nos pays. Là, je ne partage pas l'avis d'Olga là-dessus, mais il y a des contournements possibles parce que vous avez des produits qui peuvent passer via la Turquie vers la Russie. Mais c'est surtout l'économie du pétrole, des hydrocarbures qui rapporte de l'argent à la Russie, ce qui lui permet de soutenir son effort de guerre. Mais si on veut être complètement honnête, les foyers européens sont équipés de cuisinières, de chaudières encore à gaz. La Russie a stoppé ses exportations de gaz vis-à-vis de l'Europe, mais il y a quand même du gaz liquide qui est importé par l'Europe. Il faut voir qu'on a des économies complètement interdépendantes et qu'il y a encore effectivement du gaz naturel liquide qui arrive de Russie vers l'Europe. C'est pour ça qu'on soutient aussi au niveau politique l'indépendance énergétique. Alors là, ça ne plaît peut-être pas à tout le monde ici et peut-être pas dans la jeune génération. C'est pour ça qu'on a ce plan de développement des centrales nucléaires aussi, pour être plus indépendant, plus autonome, pour électrifier nos usages et pouvoir se passer du gaz russe. Mais sachez que c'est facile à dire, mais ce n'est pas si facile à faire. Donc voilà, c'est ce que je voulais ajouter pour être vraiment la plus honnête et exhaustive possible sur le sujet. Merci, merci. Alors, allez-y, allez-y. Merci. J'avais une question. Est-ce que l'Ukraine sera toujours ouverte à construire une amitié avec la Russie après avoir passé des années à se battre pour son indépendance, ses frontières, ou alors revendiquer sa propre langue? Merci, c'est une question importante. Olga? Alors, on espère que des relations pourront être rétablies entre l'Ukraine et la Russie. C'est encore tôt pour le dire, mais il y a des collaborations, en tout cas aujourd'hui, entre la société civile russe et l'Ukraine. Nous menons beaucoup de campagnes avec les Ukrainiens. Nous sommes en dialogue permanent avec l'Union des Ukrainiens de France. Nous, à notre niveau, on fait des campagnes de collecte de dons. On envoie des électrogènes en Ukraine. Il y a d'autres associations humanitaires et des coalitions de Russes anti-guerre dans toute l'Europe qui montent des campagnes de collecte de dons et aussi qui collaborent sur la question des enfants déportés. Donc, il y a des enfants ukrainiens déportés en Russie, des ONG russes qui les retrouvent, qui retrouvent aussi les coupables de ces déportations. Donc il y a des collaborations aujourd'hui. Elles sont en effet assez discrètes et de plus en plus compliquées, et ça se comprend vu ce que les Ukrainiens subissent de la part de l'armée russe. Mais on espère bien sûr qu'à terme, on puisse à nouveau se parler parce que c'est important, et tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est avant tout pour le peuple ukrainien. Merci. On a l'expérience, on a une expérience en France. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu la réconciliation franco-allemande. Mais simplement, cette réconciliation franco-allemande, elle a été possible parce qu'on a jugé le nazisme. Il y a eu le tribunal de Nuremberg. Donc peut-être, Natalia, vous pourriez... Est-ce qu'il ne faudrait pas faire un tribunal du communisme, un tribunal du poutinisme ? C'est ce qui a manqué à la chute, à l'effondrement de l'URSS. Il n'y a pas eu de tribunal du communisme. Et donc les choses n'ont pas pu être posées. Et au contraire, le narratif, qui est encore un peu similaire à l'époque soviétique, a pu se redévelopper, notamment autour de la victoire des Russes en 1945 contre le fascisme. Parce que
pour eux, fascisme, nazisme, c'est le même mot. Et ça veut dire que lorsqu'ils disent à leur population, mais quand on va combattre, quand le Kremlin dit à ses populations, quand on va combattre en Ukraine, on combat le fascisme. Ça évoque un écho très fort dans la population russe, un écho bien sûr de fierté nationale, parce qu'ils se disent c'est nous qui avons gagné la guerre de 1945, on a lutté contre le nazisme. Donc on a cette réécriture ou interprétation de l'histoire en disant que les Ukrainiens sont fascistes, que même l'Occident globalement est devenu fascisant. Cette réécriture elle est possible parce qu'il n'y a pas eu ce tribunal du communisme, ce qu'a tenté de faire quand même l'association, l'ONG Mémorial, qui a porté à la connaissance de tout le monde, à travers Solzhenitsyn aussi, je vous encourage à lire, si pas le livre de l'archipel du Goulag, mais la condamnation des camps des goulags. Mais si vous ne lisez pas l'archipel du Goulag, lisez Une journée d'Ivan Denisovitch, qui est beaucoup plus petit comme livre, et vous comprendrez beaucoup de ce qui se joue en Russie. Et donc il faudrait aussi, effectivement, il faudra un tribunal à l'issue de cette guerre pour juger des crimes qui ont été commis à Boutcha, en Ukraine. C'est absolument nécessaire, essentiel à la réconciliation entre les peuples. Et j'ajoute que l'une des propositions sur lesquelles tous ces opposants russes se sont mis d'accord, c'est d'ouvrir à Bruxelles un mémorial à la mémoire des victimes des totalitarismes au XXe siècle. Pas uniquement du nazisme, mais aussi du communisme. Pour eux, c'est important parce qu'il faut réunifier les mémoires en Europe et rappeler que le totalitarisme, ça a été une plaie avec le nazisme, mais le communisme, c'est 60 millions de morts rien qu'en Europe au XXe siècle. Et donc, il ne faut pas répéter les erreurs du passé. Et pour ça, il faut, dans une capitale européenne, ériger un mémorial, mais pour ça, il faut les soutiens des autorités, des parlementaires, de la société civile, de vous tous. Je vois qu'on a encore un peu de temps pour les questions, alors allez-y, donc sur la gauche. Eh bien, bonjour à tous et merci pour cette conférence que vous nous avez donnée. Je voulais vous poser la question. D'après vous, combien de temps la guerre en Ukraine devrait-elle encore durer? Et aussi, est-ce que souhaiter la victoire de l'Ukraine, c'est pas souhaiter la mort de soldats russes qui se sont retrouvés dans ce conflit sans le vouloir? Merci. La seule personne aujourd'hui qui souhaite la mort des soldats russes, c'est Vladimir Poutine, qui les envoie là-bas et qui mène cette guerre. Et c'est lui le seul. C'est lui le seul coupable et malheureusement la seule personne aussi qui peut arrêter aujourd'hui cette guerre, mais on n'y croit pas du tout parce que en réalité cette guerre elle était bien préparée. Vous savez que la guerre en Ukraine a commencé en 2014 déjà, quand les régions du Donbass ont été déjà envahies à ce moment-là. Donc on n'a pas de boule de cristal pour prédire, mais ce qui est important de, encore une fois, souligner, c'est que c'est uniquement grâce à toutes les actions communes qu'on approchera la fin de cette guerre. Fragiliser le régime poutinien par des sanctions, reconnaître l'opposition démocratique russe et la société civile russe, les soutenir, exiger la libération des prisonniers politiques russes, soutenir l'Ukraine, fournir toute l'aide que l'Ukraine demande. C'est l'ensemble de toutes ces actions qui va approcher la fin de la guerre et la possibilité de l'Ukraine de décider de quelle fin elle accepte pour cette guerre. Merci. Et j'en profite pour poser une question à Natalia Pouziriev. L'année dernière, vous avez fait partie à Renaissance de ceux qui ont soutenu la proposition de Benjamin Haddad de financer aussi du matériel militaire, d'envoyer du matériel militaire
français en Ukraine. Est-ce que cette année, il va y avoir aussi un soutien militaire de la part de la France? Pour l'instant, la France est considérée comme étant un des pays qui est un peu en dessous de la moyenne des pays européens qui soutiennent militairement l'Ukraine. Est-ce que vous poussez à financer l'envoi de chars Leclerc ou de Mirage 2000 ou de... Oui, alors, non, la France n'est pas en retrait. Elle répond aux demandes des Ukrainiens. Donc, concernant les chars, par exemple, on sait qu'il y a un modèle de char qui est le char Léopard qui est plus facile à regrouper, si vous voulez, parce que pour des questions d'utilisation, de maintenance, de formation des militaires ukrainiens, c'est plus simple d'avoir un seul modèle de char. Déjà, ils ont quelques chars américains qui arrivent, quelques chars, je dirais, britanniques. Donc, rajouter à la complexité, c'est pas ça. Nous, ils nous demandent des missiles. On a envoyé des missiles qui sont capables je dirais, d'agir dans la profondeur. Donc ça, c'est très important. C'est un moment assez décisif de fournir des armes longue portée. Et puis jusqu'à présent, ils nous demandaient beaucoup de canons César, de mortiers. Et ça, la France a toujours répondu. Et des systèmes de défense. Depuis le début, nous fournissons des systèmes de défense qui sont jugés très efficaces. Donc on répond tout à fait aux demandes des Ukrainiens. On n'est pas du tout en retrait. Je ne peux pas qu'on laisse dire ça. Et en fait, on ne dit pas, on ne communique pas tout ce que nous faisons, y compris en matière d'entraînement des militaires ukrainiens. Et c'est peut-être ça ce qui nous distingue d'autres pays. Et en plus, il y a une possibilité de financement, effectivement, qui est ouverte aux Ukrainiens. Merci beaucoup. On a le temps pour une dernière question. On a le temps pour une... Alors, je ne sais pas, allez-y. Je crois que c'est... Il y a quelqu'un qui a un micro là-bas derrière. Allez-y. Bonjour. J'avais une question. Est-ce que si la Russie, dans son processus de démocratisation, elle ne devrait pas redonner la souveraineté donc, au territoire qu'elle a envahi? Et est-ce que la minorité donc, russophile présente sur ces territoires, elle ne va pas poser problème justement dans ce processus? J'ai pas compris la question. Je suis désolé, peut-être que je ne l'ai pas entendu. Répétez, s'il vous plaît. Oui, je vais répéter. Alors, est-ce que la Russie, dans son processus de démocratisation, s'il y en a un, elle ne devrait pas rendre la souveraineté au territoire qu'elle a envahi? Et est-ce que les minorités russophiles présentes sur ces certains territoires, elles ne vont pas justement poser problème dans ce processus? Merci. Olga? Alors... Ouais. Ouais. Alors, je ne sais pas de quel pays exactement vous parlez, mais en tout cas, il y a une réflexion parmi les forces démocratiques russes sur un process qu'on appelle de décolonisation. Parce qu'en effet, la Russie est un très grand pays avec de nombreuses minorités ethniques qui, elles, revendiquent une certaine autonomie, une certaine reconnaissance de leur langue ethnique aussi. Et cette réflexion est menée, en tout cas, parmi les forces démocratiques russes. Et bien sûr, ça fera partie de la feuille de route de la démocratisation russe, de redonner en fait l'identité aux différentes populations, aux différentes ethnies qui forment la Russie. Puis moi, je crois dans le progrès démocratique pour les minorités russophiles. Enfin, russophones peut-être, vous vouliez dire, parce qu'il y a des minorités russophiles et des minorités russophones, dans les pays baltes, par exemple. Et je crois au progrès démocratique, c'est-à-dire qu'il y a là aussi une histoire de génération. Je pense qu'un jeune estonien, même s'il vient d'une minorité russophile, russophone, mais qui fait l'apprentissage de la langue estonienne, va s'intégrer plus facilement et progressivement et assez naturellement dans l'ensemble de l'Union européenne. Je pense que pour autant, il ne s'agit pas de bannir la langue russe non plus de chaque minorité russophone. Merci.
Alors, il me faut conclure, malheureusement. Je vous recommande pour ceux qui veulent aller plus loin, soit là maintenant, d'interroger nos panélistes qui auront quelques minutes pour répondre à vos questions. Il y a aussi ici des représentants de l'opposition russe qui sont là. Vous pouvez aller aussi à la librairie, il y a des livres qui existent, qui pourront répondre à vos questions. Et pour terminer, ce que je voudrais dire, c'est qu'on a posé la question à Mikhail Khodorkovsky, qui pour résister à Vladimir Poutine? Et Khodorkovsky a répondu, vous l'avez entendu ce matin, mais il l'a dit à Bruxelles, qui pour résister à Vladimir Poutine? Eh bien, c'est vous tous qui devez résister à Vladimir Poutine. Et je propose qu'on termine là-dessus. Et je remercie les panélistes pour leurs réponses. Et merci à vous tous d'avoir été avec nous. Merci.